Bonjour, je m'appelle Martin Gore. Je travaille à la commune de Saint-Gilles euh, pour un projet de revalorisation et de recircularisation des déchets verts au niveau de la commune via une multitude de différentes techniques de compostage. Avant cela, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi pour encadrer le réseau des composts collectifs à Bruxelles, sur toute la région bruxelloise, où j'ai acquis vraiment une expérience pour la gestion des composts collectifs et l'aspect citoyen qui va avec. Parallèlement à ça, j'ai suivi une formation de maître composteur. Donc, je suis maître composteur bruxellois et j'ai un diplôme en gestion de l'environnement. Alors, les craintes sont nombreuses, hein. Pour l'avoir vu encore cette semaine, on a fait un sondage sur l'aménagement d'un parc à Saint-Gilles. Et il y a un projet de compost collectif sur place. Et il y a la majorité des riverains qui sont pour, évidemment, ce genre de projet. Mais il y a toujours les mêmes arguments qui reviennent dans le questionnaire. On a analysé toutes les réponses, les répondants. Et c'était toujours, ça va faire des odeurs, ça va attirer des rongeurs et des mouchettes. Donc, c'est les trois gros arguments qui reviennent contre le compostage, qui sont, c'est pas des inventions parce que c'est des problèmes qui arrivent quand un site de compostage est mal géré, mal construit. En gros, un site de compostage, c'est pas tout simplement déposer ses déchets ménagers organiques entre quatre palettes et puis ne rien faire. Ça demande une structure professionnelle, donc des sites qui sont vraiment avec cette utilité, des gros sites de compostage qui sont bien efficaces, bien construits. Ça demande un dallage sur sol ou un grillage en dessous des bacs pour éviter que les rongeurs passent par en dessous et s'assurer d'un apport en broyat qui va limiter énormément les soucis d'odeur et de mouchettes, etc. Puisque le mélange vraiment de cette matière carbonée des déchets ménagers va permettre de limiter toutes ces nuisances, de favoriser les organismes aux dépens d'autres animaux comme les mouches ou les rongeurs. Alors, il y a deux principaux problèmes auxquels on doit faire face quand on a un compost à plus grande échelle. Le premier, c'est si on travaille avec des déchets ménagers, donc nos épluchures organiques, etc., on doit s'approvisionner en broyat. Alors, ce flux de broyat peut être compliqué pour certains sites très forts minéralisés qui n'ont pas de contact avec un élagueur ou avec les espaces verts de leur commune. Et donc, en tant que gestionnaire carbone revalorisation de la commune, une de nos missions est vraiment de fournir tous les composts collectifs citoyens en broyat de sorte que quand ils nous appellent ou que nous, on en produit proche de leur site, l'idéal étant évidemment d'avoir le broyat de l'arbre qui est le plus proche du compost, une fois qu'on doit évidemment l'élaguer, c'est de capter ce flux le plus proche possible pour diminuer la route. Donc ça, c'est D'accord. des parties assez compliquées, c'est vraiment se fournir en un tiers de matière de broyat qui sera nécessaire pour traiter 2 tiers de déchets ménagers. En poids, hein. Voilà, en poids, tout à fait. D'accord. Et le deuxième problème, c'est lequel alors du coup? Alors, le deuxième problème, selon moi, consiste à la dynamique citoyenne et à la formation technique d'une personne référente sur site. Donc, le compostage, c'est très simple, hein. On le présente comme quelque chose de très, très simple, mais il y a quelques règles qu'il faut connaître. Et donc, une formation est nécessaire pour bien gérer un compost. Donc, cet aspect technique demande une formation qui est de minimum de 3 heures, mais qui peut être plus grande. Donc, les composts collectifs à Bruxelles travaillent souvent avec des référents qui sont des maîtres composteurs. Dans d'autres régions, on appelle ça des guides composteurs. Donc, c'est des citoyens, que ce soit en Belgique ou en France ou dans d'autres pays, qui sont vraiment formés en compostage et qui viennent appuyer techniquement les sites et leur dire le compost n'a pas assez d'humidité, le compost a besoin d'un retournement, ou bien il faut vraiment éviter ce genre de matière parce qu'elle ne se compose pas assez vite, les déchets sont trop gros, etc. Donc il y a une multitude de critères. On approche plein de techniques de compostage, hein, que ce soit celle à la maison à plus grande échelle, mais dans la technique du compostage collectif, c'est très important de souligner, donc il y a l'aspect technique, comme je viens de le dire, mais également l'aspect organisationnel du groupe et l'aspect mobilisation des participants pour s'assurer qu'ils fassent bien le travail qu'on leur demande à la maison, bien découper les déchets, bien respecter ce qu'on peut apporter au compost, bien recouvrir de broyat une fois que les déchets ont été faits, parce que ce travail
doit être à chaque fois assumé par chaque participant en petite quantité. Si c'est une personne qui doit s'occuper de redécouper les déchets par après, d'apporter du broyat, ça demandera beaucoup, beaucoup plus d'heures de travail que si tout le monde le fait en 5 minutes quand il va au Bien compost sûr. collectif. Qui sont importants et surtout, selon moi, avant de venir vraiment donner expliquer le problème et dire ça ne va pas, c'est surtout ce référent technique, un travail éducatif auprès de tous les utilisateurs du groupe. Et en fait, le mot référent technique est très bien choisi parce que il va répondre à toutes leurs questions qu'ils peuvent avoir et des hésitations qu'ils ont. Est-ce qu'on peut mettre ça au compost? Est-ce que ça, c'est pas trop mauvais? Est-ce que là, on ne devrait pas un peu arroser, etc. Donc, il va vraiment apporter un savoir en fait essentiel aux groupes citoyens qui, eux, n'ont pas eu de formation. Donc, le savoir va percoler en formant une personne pendant certaines durées de D'accord. temps assez courtes. On peut former des dizaines de personnes par la suite. Cette dynamique aussi est très importante dans un groupe de compostage collectif, c'est que souvent, il faut gérer cette communication de groupe et donc avoir un référent technique qui n'est un référent communication qui n'est pas nécessairement le même qu'un référent technique peut être très, très valorisable. Donc, quelqu'un qui se charge de communiquer avec tous les participants via des permanences, via une mailing list, via des rencontres, etc. Mais il y a vraiment un travail de communication qui doit être important. Parfois, on peut faire les deux, être le référent technique et bien communiquer. Il y a certaines personnes qui appellent ça le coordinateur, le gestionnaire du site, d'autres le référent. Moi, j'aime bien le mot gestionnaire parce que c'est vraiment le pilier central, la colonne vertébrale du projet. C'est lui qui va à la fois motiver les gens qui y participent pour lancer le projet initialement. C'est lui qui va maintenir la dynamique, qui peut être quelque chose parfois de très chronophage et qui demande vraiment beaucoup de motivation. Et à la fois, c'est lui qui va coordonner vraiment en disant, voilà, euh, toi, tu t'occupes d'aller chercher cette matière de broyat, d'avoir un contact avec la commune. Toi, tu t'occupes de gérer la mailing list. Toi, tu t'occupes peut-être de gérer les comptes s'ils ont demandé des subsides ou s'ils doivent justifier l'achat et la gestion du site, etc. Donc, il peut avoir vraiment plusieurs personnes. Certains groupes ont 5, 10 personnes autour du gestionnaire qui ont chacun leur rôle imparti. Parfois, ces rôles varient. Ils changent de casquette pour pas toujours avoir le même boulot. Mais pour moi, le référent a vraiment ce travail de coordinateur, d'être un peu le pilier autour de tous ceux qui sont autour de lui, de dire voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, parce que plus le groupe sera gros, plus le compost sera avec beaucoup de participants, plus la charge de travail sera élevée. Et donc, il faut que cette charge de travail soit dispatchée. Un bon D'accord. coordinateur dispatche bien la charge de travail parce que tout seul, ça demande énormément de D'accord. temps et ça peut poser parfois des problèmes de motivation sur la durée. Donc, Typiquement, pour un compost collectif, il y a une personne référente, un maître composteur ou un gestionnaire qui a suivi une formation. Moi, au niveau communal, je suis la personne de référence pour tout ce qui est compostage au niveau des espaces verts, etc. Donc, je pense qu'une seule personne suffit si elle est bien formée et si elle a surtout le temps en fonction de la charge de matière qu'il y aura à traiter. Donc, un temps plein pour une grande commune de 150 000 habitants, c'est suffisant, mais il ne faut pas moins. Une personne qui a suivi une formation, qui a quand même quelques heures à donner par mois pour un compost collectif d'une centaine d'habitants, c'est également nécessaire. En général, le référent qui va, s'il a la formation technique qui lui permet de gérer le site, se dire à ce moment-là, le compost est assez mûr pour effectuer un retournement. Il y a aussi un travail vraiment de logisticien qui est important, c'est que vu que c'est quelque chose de citoyen, d'humain avec beaucoup de personnes, il faut savoir organiser ça à l'avance. On a tous, pour certains, des agendas plus chargés que d'autres. Et donc, pour moi, un référent technique, donc, il y a vraiment l'aspect du site où il va juger que là, le compost est mature, il peut être tamisé et donné, ou bien que là, le bac nécessite un retournement. Il va devoir anticiper ça. Donc, l'aspect d'anticipation est très, très important. Il doit pouvoir se dire, dans 2 semaines, le bac va demander un retournement au déborde. Il va falloir retourner. Et vu qu'on travaille avec souvent des collectifs citoyens, bénévoles, il faut organiser cette rencontre, trouver le bon moment, discuter avec les autres pour voir quel jour convient le mieux pour organiser ça. Il y a aussi un petit aspect
très technique, mais c'est de ne pas oublier d'avoir des outils, une bâche pour déposer le compost, etc. Donc, c'est souvent des outils très, très légers, mais c'est en général le référent d'un site qui s'assure que quelqu'un, le voisin le plus proche, va apporter l'appel, quelqu'un va venir avec une bâche, et puis pourquoi pas penser vraiment à l'aspect un peu plus social, mais préparer un petit drink, etc., et se retrouver entre voisins autour d'un projet écologique. C'est important aussi de penser à l'aspect un peu plus loisir qu'il y a autour. Et donc, il va un peu s'assurer que tout le monde apporte ce qu'il faut au projet quand il y a une action très technique à faire. Alors, j'ai rencontré des gestionnaires qui faisaient tout seuls. Donc, tout ce que je viens de dire, ils assumaient tout, aller chercher du broyat, s'occuper des outils, gérer la mailing list, organiser les rendez-vous. Ce sont des personnes en général qui sont extrêmement motivées et qui ont le temps pour le faire. Si on n'a pas beaucoup de temps et de motivation, mais qu'on tient au projet, il faut savoir dispatcher. Donc là, le travail du gestionnaire consistera vraiment Donc, à on peut avoir plusieurs dispatcher têtes. tout ça. Exactement, plusieurs têtes, mais parfois des personnes qui sont pensionnées ou qui ont du temps, qui sont à mi-temps, etc., euh, mettent beaucoup de leur temps et arrivent à assumer toutes ces fonctions, mais parfois, ça peut être un des paramètres qui fait qu'un projet dégringole un peu, c'est quand cette personne qui assume trop de tâches n'arrive pas à dispatcher et donc n'a plus la paire en motivation parce qu'il y a trop de travail et donc là, le projet peut en pâtir. C'est pour ça qu'au plus il y a de personnes autour d'un projet, au plus quand une personne sera absente, parfois pour des raisons médicales ou professionnelles, etc., plus les autres pourront un peu le remplacer pendant une certaine période. Et donc, ça permet d'avoir une sorte de vase communicant de charge de travail. Plus il y a de personnes, plus on peut compter les uns sur les autres. Donc, c'est très important, selon moi, d'avoir une cogestion de plusieurs personnes autour d'un projet de compostage collectif. Alors, à Bruxelles, les plus petits composts collectifs comportent 15-20 ménages, donc sont utilisés par 30 personnes pour les plus petits sites en général. Les plus grands sites de compostage collectif arrivent à 250 participants et traitent vraiment plus d'une dizaine de tonnes par an. Donc, on est sur des sites qui ont des capacités en termes de mètres cubes pour recevoir de la matière qui vont jusqu'à 8-10 mètres cubes pour les plus grands. Donc, ça varie très fortement, mais on considère qu'un compost collectif, dans la commune où je travaille actuellement, donc il y a 7 à 8 composts collectifs actuellement, en général, il y a 4 bacs qui permettent de traiter les déchets de environ 60 à 100 personnes par site. En général, si on veut vraiment une grosse fourchette large, on va dire qu'un compostage collectif composé de 4 bacs d'un mètre cube permet de traiter les déchets de 30 à 50 ménages. Une grosse différence qu'on peut voir entre sites, c'est ceux qui fonctionnent en étant ouverts en permanence, accessibles à tous, en donnant juste les instructions à l'entrée du site. Donc moi, je passe à côté, je vois ça, je peux aller chez moi et avec des déchets organiques, revenir le soir et les déposer dans le compost sans avoir un rendez-vous. D'autres sites fonctionnent via une permanence. Donc, il y a vraiment des heures établies pour aller au compost, en général 2 fois par semaine, des permanences qui durent 2 heures où les gens se relayent pour assurer ces permanences, pour pas que ce soit toujours les mêmes personnes. Les moments clés, c'est plutôt le soir ou le week-end? Alors, en général, c'est en soirée la semaine et puis en après-midi, un jour du week-end, pour que les personnes avec des horaires un peu plus variables, certains travaillent le week-end, d'autres le soir, etc., puissent s'adapter. Mais jamais en heure de bureau. Donc, du lundi au vendredi, entre 8 et 17 heures, je déconseille d'ouvrir des permanences. Ouais. Donc, au niveau de l'implantation, pour tous les composts collectifs, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs, il faut vraiment demander conseil ou tout simplement des personnes qui ont une formation lourde en compostage, des citoyens. Mais il faut vraiment penser son projet avec des gens qui ont l'expérience d'autres projets pour bien placer l'endroit d'un compost. C'est important de bien le situer, que ce soit l'accessibilité, l'ensoleillement, avoir un terrain qui permet au percola de bien rentrer dans le sol, etc. Donc ça, c'est important. Mais il y a un des points vraiment à prendre, à surveiller, c'est cet apport en broyat et ce flux de broyat qui est indispensable parce que vu qu'on travaille avec des déchets ménagers, donc très azotés, qui ont un pouvoir de nuisance relativement élevé en termes d'odeur, de mouchettes, etc., le broyat sera vraiment notre parachute, si on veut, qui nous empêchera d'avoir des soucis. Donc,
si on a un apport de broyat constant et qu'on a toujours du broyat qui recouvre nos déchets ménagers bien mélangés, on va avoir aucune nuisance, pas d'odeur, pas de mouchettes, etc. Et donc, surveiller, donc déjà de un, avoir des contacts, que ce soit avec la commune ou avec des autres flux de broyat, des fournisseurs de broyat, des élagueurs, etc. Ça, c'est vraiment un travail, un point technique sur lequel il faut être solide et bien travailler. Et puis surtout, bien prévoir la fin du stock de broyat. Je parlais juste avant qu'il fallait anticiper un retournement, mais ce qui est encore plus important qu'anticiper un retournement, c'est anticiper la fin du bac de broyat pour se dire, « Ouh là là, il nous reste de quoi tenir 2 semaines au broyat. Il faut absolument qu'on se trouve du broyat. » Donc, on contacte les espaces verts de sa commune, on contacte les associations qui gèrent peut-être le broyat ou les élagueurs. Ouais. Les chiffres qu'on trouve dans énormément de formations au compostage sont d'utiliser la part égale de broyat aux déchets ménagers. Donc, on vient vider son seau de 3 litres d'épluchure au compost, on prend 3 litres avec ce même seau de broyat, on vient recouvrir ces déchets avec. Ça, c'est la théorie pour avoir un chiffre simple à retenir aux participants, pour transmettre cette information rapidement en disant 50% de broyat, de matière brune, de matière sèche, de matière structurante, ces 3 synonymes qu'on emploie un peu de manière différente en fonction des réseaux, avec la même part de déchets azétés, de matière verte, de matière fraîche, c'est également des synonymes. Mais en réalité, utiliser 1/3 de broyat, de matière très carbonée, avec 2/3 de quantité de déchets ménagers, est suffisant. Pourquoi on dit 50-50? Parce que si maintenant les personnes oublient de déposer du broyat, ils viennent juste vider leur seau puis repartent, le fait que d'autres personnes suivent cette règle de 50% font qu'on s'égalise un peu. Un paramètre aussi important, c'est que si on met trop de broyat, eh ben, on va un peu ralentir le processus de compostage, mais on ne va pas avoir de nuisance. Donc, c'est beaucoup moins grave de mettre trop de broyat que le contraire de ne pas en mettre assez. Il y a énormément de possibilités pour avoir les outils. Donc, certains groupes travaillent avec des coffres qu'ils mettent à côté de leur bac à compost. Parfois des cabanons en bois, hein, typiquement ce qu'on peut trouver au fond du jardin. Ça a un certain coût pour les installer et il y a une propension au vandalisme sur certains coffres dans certains espaces publics. Parce que c'est des choses fermées avec un cadenas et puis dans l'instinct de beaucoup de personnes, quand il y a un coffre fermé, il faut l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Donc, avoir des outils chez un des participants qui habite pas loin du compost, ça peut être assez pratique si c'est vraiment le voisin qui habite à 50 mètres. Il garde, au final, on a besoin d'une pelle, une bêche, une fourche et une tige aératrice qui en général reste sur site, mais ça demande peu d'outillage. Et donc, les garder chez un citoyen, c'est le plus sûr. Sinon, les garder dans les bacs parfois. Donc, les bacs sont fermés, on les met à l'intérieur des bacs ou bien à côté quand le site est un peu plus sécurisé par une barrière ou une clôture. Donc, il y a vraiment beaucoup de modalités. Il faut vraiment s'adapter en fonction des réalités du site. Si on a des risques de vol et de vandalisme, envisager de les garder à côté. Si on est sur des sites qui n'ont aucun souci à ce niveau-là, typiquement au fond d'un parc ou de parcelles potagères, dans des endroits très peu urbanisés avec peu de passages, là, on peut envisager de garder les outils sur site. Certains sites ne les ont même pas enfermés, ils les cachent derrière les bacs, etc. Mais parfois, ça disparaît. Et donc, ça peut être embêtant. Alors, donc, tout à fait, il y a beaucoup de composts collectifs qui sont reliés à des potagers collectifs à Bruxelles, également à Saint-Gilles où je travaille. L'un ne va pas sans l'autre, hein. Faire un potager, tous les potagers devraient avoir un compost. C'est un peu, ça coule de source, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, les points de vigilance à ce niveau-là sont déjà un des avantages, c'est qu'on peut centraliser évidemment tous les outils parce qu'il y a aussi besoin d'outils pour le potager. Donc, avoir un endroit en commun où on emploie les mêmes outils, une double utilité, donc c'est pratique. Un des points de vigilance consistera à s'assurer que le flux qu'on met dans le compost soit très propre s'il veut être valorisé directement sur les parcelles alimentaires à côté. Donc, ça, c'est important. Et fragmenté. Voilà, exactement, bien tamisé, etc. Donc, ça demande un peu plus de surveillance sur les flux et les intrants parce qu'on parle avec de l'alimentaire. Et puis, il y a aussi un aspect assez important avec tout ce qui est potager et compost, c'est que les sites de compostage soient bien, bien, bien hermétiques aux rongeurs parce que s'ils ne sont pas construits avec des systèmes anti-rongeurs qui existent,
on risque d'avoir des rongeurs qui vont après attaquer les cultures. Donc, moi, j'ai eu dans le passé des groupes de potagers qui m'ont dit que tout avait été mangé par des rats qui se sont installés là à cause du compost qui leur a fourni le gîte et le couvert et donc ils se sont développés de manière très vite, c'est exponentiel. Donc, ça peut poser des soucis au niveau du compostage. Alors, les problèmes que j'ai rencontrés assez rapidement dans mon expérience pour avoir encadré les composts collectifs à Bruxelles, c'était le problème des rongeurs. Donc, la plupart des sites avaient des problèmes de souris ou de rats, parfois en grosse quantité. Et donc, selon moi, il est indispensable de construire tout nouveau site de compostage collectif en pensant ce souci des nuisances que peuvent apporter les rongeurs avec des systèmes qui existent. Donc, en 2 mots, c'est vraiment faire un dallage, faire des structures très droites, employer des bacs qui ne laissent pas passer les rongeurs, venir les barder de grillage anti-rongeurs quand les bacs sont bien aérés, etc. Donc, il y a plein de techniques qui existent, mais c'est important, selon moi, de prendre ce paramètre en compte, surtout si on est sur des aspects très urbanisés, avec beaucoup de passages. Euh, Typiquement, un compost installé sur une place où énormément de gens, un parc où énormément de gens vont profiter des espaces verts, c'est très important cet aspect rongeur pour garder une bonne entente avec les riverains et éviter d'avoir des montées de boucliers de la part de certains riverains. Alors, au début, les nouveaux projets, évidemment, emploient toujours leur compost parce que après 8 à 12 mois, il y a la première phase de compost mature qui arrive. On le tamise et c'est toujours une sorte d'inauguration, enfin non, Une petite la- fête. voilà, on voit vraiment une concrétisation du projet. En fait, on arrive au résultat final. Mais pour les plus vieux sites qui sont là depuis 10, 15, certains sont là depuis 30 ans à Bruxelles, on a beaucoup de gens qui y vont. Et donc, s'il n'y a pas de potager à côté, on se retrouve avec du compost en trop grosse quantité. Donc, ça arrive que des gens nous disent on a trop de compost, on ne sait pas quoi en faire. Et donc là, c'est très intéressant d'avoir des liens avec les espaces verts de sa commune, qui sont des services qui ont souvent besoin de compost, qu'ils l'achètent pour toutes les communes en grosse quantité, qu'ils produisent également eux-mêmes. Mais il ne faut pas hésiter à contacter les espaces verts de sa commune en disant, voilà, on a 1 mètre cube. Et là, en général, les ouvriers communaux vont venir chercher ce compost et surtout le valoriser de manière ultra locale parce qu'ils ne vont pas l'employer de l'autre côté de la commune, ils vont aller le répandre dans les quelques parcs où eux savent très bien que cette parcelle n'a pas été amendée depuis 1 an, elle va l'être dans le mois prochain, autant employer du compost ultra local et qui plus est d'excellente qualité. Alors, les 3 gros conseils que je veux leur dire, c'est toujours, le premier, c'est encadrez-vous bien. Moi, je conseille d'avoir au moins 5 personnes autour d'eux, avec chacun un rôle bien spécifique. Quelqu'un qui s'occupe des inscriptions et de la mailing list des participants, quelqu'un qui s'occupe de suivre une formation technique si ce n'est pas le gestionnaire du site, euh, dans l'idéal, évidemment, un guide ou un maître composteur. Quelqu'un qui s'occupe peut-être de l'aspect plus communication avec la commune, avec les espaces verts. Et puis une autre personne qui s'occupe des retournements ou d'aller chercher du broyat. Donc, il y a vraiment plein de rôles à avoir. Il faut se poser toutes les questions de base. Donc, OK, on a besoin de tout ça. On a besoin de remplir ces 5, 6 paramètres. Maintenant, qui va faire quoi? Ça, c'est important au tout début d'un projet. Et surtout, bien penser son projet, bien aller chercher des conseils auprès de professionnels, auprès d'autres composts collectifs. Moi, chaque fois qu'il y avait un nouveau projet, je disais la première chose à faire, c'est contacter les autres projets autour du site où vous voulez vous installer, donc les autres parcs qui est un peu plus loin. Allez les contacter, ils vont vous donner les meilleurs contacts en disant cette personne-là à la commune ou aux espaces verts, elle nous apporte tout le temps du broyat qu'on le demande. Il y a un maître composteur super motivé dans le quartier, il habite pas trop loin, peut-être qu'il voudra bien devenir votre responsable technique, etc. Donc, ne pas hésiter vraiment à aller voir ce qui se passe ailleurs pour bien construire son projet et ne pas réitérer les erreurs que d'autres groupes ont fait en lançant leur projet.